En 2025, 300 milliards de dollars de tarifs et 100 milliards d'exportations africaines annoncées ont claqué comme un coup sec dans l'économie mondiale. Ce contraste brutal entre sanctions et expansion potentielle a fissuré des équilibres installés depuis des décennies et ouvert, presque malgré lui, un corridor inattendu vers le Sahel. Pour Ibrahim Traoré et pour tous ceux qui regardent depuis Ouagadougou ou Bobo Dioulasso, que signifie vraiment ce déplacement des chaînes de valeur vers l'Afrique, au-delà des chiffres impressionnants et des discours prudents? Derrière ces flux qui se redessinent, une autre carte du pouvoir émerge déjà dans le silence. Ce récit promet de dévoiler non pas une ascension spectaculaire, mais la logique précise qui transforme une crise commerciale mondiale en levier continental. L'enjeu principal pour le lecteur tient dans une promesse simple: comprendre, en une dizaine de minutes, comment une économie longtemps perçue comme vulnérable peut redéfinir ses règles de production et déplacer ses marges en moins de 5 ans. Dans cette période de tension tarifaire entre puissances, les ports réorientés, les usines rallumées et les co-entreprises publiques n'illustrent pas un miracle soudain, mais une mécanique mesurable où chaque décision ajuste un maillon de la chaîne de valeur. Un micro-hook surgit ici. Si une filature abandonnée peut rouvrir avec des milliers d'ouvriers formés localement, que devient l'équilibre mondial quand ces gestes se multiplient discrètement? Les risques sont tangibles: dépendance énergétique, pression logistique, fragilité institutionnelle. Mais les gains potentiels le sont tout autant, portés par une coordination AES encore récente. Le lecteur entre donc dans un moment charnière, celui où les flux, les cartes ferroviaires et les marges régionales commencent à raconter une autre forme de souveraineté économique. La révélation apparaît dès les premiers chiffres. En 2025, plus de 300 milliards de dollars de tarifs américains ont brisé en quelques semaines une architecture commerciale construite en 30 ans. Ce choc n'a pas seulement provoqué une tension globale, il a libéré une marge d'action inédite que l'Afrique n'avait jamais pu occuper avec une telle rapidité. À partir de là, le décor économique se réarrange presque mécaniquement. Les chaînes d'approvisionnement qui reliaient l'Asie aux États-Unis se fragmentent. Les assurances maritimes bondissent. Les entreprises cherchent des plateformes plus proches, plus stables, plus modulables. C'est précisément dans cette brèche que les ports d'Abidjan et de Tema voient leur flux se rediriger, que des usines endormies de Bobo Dioulasso rallument leurs machines, et que les États du Sahel, sous la charte AES, négocient ensemble des positions qu'ils n'avaient jamais pu défendre isolément. Dans ce paysage, les décisions ne prennent pas la forme de grands discours, mais de gestes calibrés: réécriture de contrats, réactivation de filatures, création de coentreprises majoritairement publiques, redessin de corridors ferroviaires ou agro-industriels. Une filature rouverte signifie un contrat révisé. Un entrepôt reconverti implique une logique nouvelle de conditionnement local. Un corridor esquissé devient une infrastructure plausible lorsque l'énergie et la logistique suivent. Le bousculement ne tient donc pas à une promesse d'essor miraculeux, mais à une recomposition silencieuse où chaque variable, coût logistique, proximité géographique, capacité à négocier collectivement, glisse d'un repère à l'autre. Sous cette dynamique, les pays du Sahel apparaissent moins comme des périphéries que comme des points d'équilibre obligés dans un duel tarifaire entre superpuissances. Ce contexte réduit met en lumière une question structurante. Si les chaînes globales peuvent se briser si vite, comment l'Afrique peut-elle, à partir de cette même vitesse, construire une architecture plus stable, plus cohérente et moins dépendante des cycles internationaux? C'est dans cette interrogation que s'inscrit la suite du récit. La transformation qui s'esquisse dans le Sahel prend d'abord la forme d'un personnage moteur, non pas héroïsé, mais méthodique. Un leadership qui travaille dans une pièce nue à Ouagadougou, autour d'une table en bois,
de cartes ferroviaires griffonnées et de plans de financement manuscrits. C'est dans cet espace discret que les premières lignes du corridor agro-industriel, les coentreprises publiques fait majoritaires et les règles de participation nationale ont été élaborées, loin des caméras et des communiqués diplomatiques. L'approche privilégie la précision plutôt que l'annonce, la cohérence plutôt que la mise en scène. Les premiers effets se manifestent là où l'on ne regardait plus vraiment. À Bobo-Dioulasso, une ancienne filature chinoise abandonnée reprend vie avec plusieurs milliers d'ouvriers formés localement. Les salaires réguliers redonnent une cadence à la ville. Les machines rallumées introduisent une stabilité que les cycles irréguliers du commerce mondial avaient longtemps empêchée. Ce n'est pas une vitrine, mais un atelier où techniciens, artisans et comptables convergent vers un objectif commun: produire avec contrôle. Au sud, sur la côte ghanéenne, un entrepôt frigorifique reconverti en hub logistique modifie la logique d'exportation. Calibré, conditionné, optimisé localement plutôt que renvoyer des matières brutes vers Shenzhen. Les marges nationales deviennent mesurables, les flux se stabilisent, les équipes locales gagnent en autonomie. Ce début de trajectoire révèle un point central. La recomposition économique n'avance pas par des ruptures spectaculaires, mais par une suite d'ajustements précis qui, mis bout à bout, redéfinissent les possibilités industrielles d'une région entière et interrogent déjà la portée à long terme de ces premiers signes. Tout commence par un mouvement presque banal dans le flux continu des annonces économiques. La décision de Washington de maintenir et de doubler certains droits de douane sur plus de 300 milliards d'importations chinoises. Ce geste, pensé comme un ajustement stratégique, agit comme un détonateur. Pékin réplique aussitôt, restreignant le lithium, les terres rares et des composants essentiels. En moins d'une semaine, les routes commerciales se tendent, en 30 jours, elles cèdent. Les assurances maritimes bondissent de 22%. Les conteneurs s'accumulent à Singapour et Shenzhen. Les flux se disloquent comme un édifice dont les points d'ancrage auraient été retirés un par un. C'est cette brèche qui ouvre le Quicheroite, le moment où les États et les entreprises, privées de leurs repères asiatiques, cherchent des plateformes plus proches, plus modulables et capables de négocier vite. Les navires quittant Shanghai détournent leurs routes vers Tema et Abidjan. Les zones franches de Bobo-Dioulasso rallument de leurs ateliers. Les raffineries d'or reprennent leur cycle. Les pays du Sahel réévaluent ensemble les marges accessibles, non plus comme des spectateurs de la crise, mais comme un espace disponible pour une recomposition forcée. La coordination AES se met en place, presque en silence, autour de négociations rapides, de contrats réécrits et d'accords d'investissement calibrés. Le chaos Trao survient sans attendre une décennie. En un an, les exportations non pétrolières du continent passent de 72 à 94 milliards de dollars. Les ports d'Abidjan et de Tema tournent sans répit. Les zones industrielles de Bobo-Dioulasso se remplissent d'ouvriers formés localement. Les marges nationales dépassent les 40%, ce qui réduit la dépendance aux importations, renforce la capacité de négociation et stabilise les budgets. Les groupes américains transfèrent leurs opérations textiles du Vietnam vers le Burkina Faso. Les entreprises agricoles européennes louent des terres pour produire et raffiner sur place. Le Niger installe des pompes solaires destinées à l'exportation. Le Ghana digitalise ses douanes régionales. Chaque pays ajuste ses leviers. Participation publique majoritaire, audit trimestriel, conditions de transparence imposées aux partenaires étrangers. Mais la scène bascule ensuite vers la Dushan, une phase plus silencieuse, moins spectaculaire, mais plus structurante. Les observateurs étrangers parlent de pivots silencieux. Rien ne s'affiche bruyamment, et pourtant tout change. Les villes autrefois plongées dans l'obscurité nocturne commencent à s'illuminer régulièrement. Les ouvriers sortant des ateliers ne discutent plus seulement de survie, mais de volume, de normes, de rotation de cargaison. Les machines textiles de Bobo-Dioulasso tournent au rythme d'un marché réorienté. Au Niger, l'énergie hybride assure une production plus prévisible.
Au Ghana, les hubs logistiques organisent un corridor africain que peu d'analystes avaient anticipé. Cette champ révèle surtout une continuité nouvelle, une cohérence industrielle naissante qui transforme un choc global en occasion de reconstruction. Chaque filature rallumée, chaque entrepôt réorienté, chaque contrat transparent étire la capacité de résistance locale. La région avance moins par flambée que par méthode, et cette méthode, répétée, finit par déplacer les rapports de force au-delà des bilans immédiats. La dynamique s'observe d'abord à travers un glissement clair, des exportations non pétrolières passant de 72 à 14 milliards de dollars. Un delta qui redéfinit les hiérarchies industrielles africaines. Cette progression n'est pas une flambée isolée. Elle marque une recomposition continue où chaque contrat textile, minier ou agricole superpose une nouvelle strate de souveraineté économique. Ce bond annuel montre une montée en contrôle plutôt qu'une simple réaction. Les analystes le soulignent. Ce mouvement reflète moins un cycle opportuniste qu'un rééquilibrage structurel né des ruptures sino-américaines, renforcées par une coordination AES qui convertit chaque ajustement en marge de manœuvre durable. Le deuxième indicateur éclaire un autre pilier, 8,6 milliards de dollars d'investissement concentrés au Burkina Faso, dans le textile, l'or et les infrastructures ferroviaires. Contrairement au schéma ancien, ces capitaux ne repartent pas aussitôt vers l'étranger. Ils circulent dans les transports, l'énergie, les services et les chaînes régionales. Ce flux interne crée une densité économique qui accroît la résilience locale. Dans les bilans nationaux, cette densité prend la forme d'emplois réguliers, de cycles plus prévisibles et d'une capacité nouvelle à absorber les variations de la demande mondiale sans rompre les équilibres internes. Un troisième repère, plus technique mais décisif, concerne l'énergie. 210 MW ajoutés par les centrales hybrides du Niger et du Mali, permettant une réduction moyenne de 15% des coûts logistiques sur le corridor. Cette base énergétique n'a rien d'un détail, elle soutient la planification industrielle, stabilise la production et sécurise les marges. Cette puissance installée crée un socle indispensable aux chaînes modernes. Lorsque l'énergie cesse d'être un aléa, les ports, les filatures et les hubs logistiques peuvent enfin fonctionner avec un rythme constant, indispensable à la crédibilité internationale des coentreprises potales publiques majoritaires. Ces trois blocs, exportation, investissement et énergie, composent une équation que de nombreux pays ont tenté d'aligner sans succès. L'Afrique y parvient sans éclat spectaculaire, mais avec une méthode qui privilégie la transparence contractuelle, la remontée de compétences locales et la circulation interne de la valeur. Dans les zones AES, plus de 12 000 techniciens ont été formés en 2025, un volume modeste à l'échelle mondiale, mais décisif pour une région longtemps dépendante d'une expertise extérieure, coûteuse et lente. Chaque maillon de cette équation renforce le précédent. Des exportations plus stables attirent des investissements qui, eux-mêmes, nécessitent une énergie prévisible. Cette énergie soutient à son tour des cycles logistiques capables d'alimenter des accords plus ambitieux. La boucle se ferme, non pas miracle, mais par cohérence. Ainsi se dessine une réalité simple. La région ne subit plus le choc initial comme une contrainte, elle l'utilise comme un levier. Les données qui résistent au temps, flux énergétique, marge locale, capacité installée, confirment que la souveraineté économique ne s'écrit pas dans les annonces, mais dans les mécanismes silencieux qui finissent par imposer leur propre évidence. Les premières critiques scientifiques venues des économistes occidentaux ne se sont pas exprimées sous forme de scepticisme vague, mais d'arguments structurés qui méritent d'être formulés dans leur version la plus solide. Le premier repose sur l'idée d'un cycle conjoncturel comparable aux années 1970. Selon cette lecture, l'essor actuel ne serait que le produit secondaire d'une guerre commerciale exceptionnelle.
Une fois Washington et Pékin réconciliés, le vide géopolitique se refermerait et l'Afrique retournerait à une position périphérique, dépendante des fluctuations extérieures plus que de sa propre méthode. Dans ce scénario, les usines rallumées, les corridors logistiques et les coentreprises publiques ne constitueraient que des réponses temporaires à un choc momentané. Le deuxième argument pointe à un risque interne, celui d'une centralisation économique excessive au sein du Sahel. La montée en puissance du Burkina Faso, du Niger et du Mali pourrait, selon certains observateurs, créer une hiérarchie nouvelle au sein même du continent. Les chaînes de valeur consolidées autour de quelques États structurés deviendraient difficiles à répartir équitablement, fragilisant l'union politique et institutionnelle. Les craintes portent sur un déséquilibre, où le centre absorberait la marge, rendant l'ensemble vulnérable à la moindre tension régionale. Formulé. Ainsi, ces deux arguments articulent un vrai test. La stabilité de la dynamique observée dépend-elle d'un choc externe ou d'une méthode interne? La réponse se trouve paradoxalement dans les données mêmes du corridor AES. La diversification sectorielle, textile, or, agriculture, énergie, empêche la reproduction d'un cycle centré sur un produit volatile. Les contrats signés en 2025 incluent des audits publics, des réinvestissements locaux et des transferts de compétences obligatoires, autant de mécanismes structurels qui ne disparaissent pas dès que les prix mondiaux oscillent. De plus, la rotation institutionnelle semestrielle empêche l'émergence d'un leader hégémonique. Ce Stillman révèle finalement que la montée en puissance africaine ne parie ni contre une puissance, ni pour une dépendance inversée. Elle mise sur la continuité d'une autonomie construite, lente, vérifiable et ancrée dans les pratiques contractuelles plus que dans les cycles géopolitiques. Un axe change silencieusement. Ce basculement ne s'impose ni par des discours ni par des annonces spectaculaires, mais par la manière dont les chaînes logistiques mondiales se réécrivent progressivement. À mesure que les flux d'Abidjan et de Théma se fluidifient, les entreprises occidentales commencent à intégrer une variable longtemps négligée dans leur modèle de risque, la stabilité africaine comme facteur de continuité et non comme imprévu. Ce glissement analytique, discret mais documenté, modifie déjà la façon dont le continent est évalué dans les calculs industriels. Les projections internationales sont révisées, non pour annoncer un miracle, mais pour intégrer ce que certains appellent désormais le facteur corridor AES. Cette appellation n'a rien d'un slogan. Elle traduit la reconnaissance qu'un alignement inédit, production locale accrue, coentreprise publique majoritaire, audit transparent, change les règles habituelles de négociation. Pour les observateurs prudents, cette transition reste fragile. Pour d'autres, elle constitue une base structurelle plus résistante qu'anticipée. Dans cette étape médiane, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure centrale que comme un repère méthodique chargé de gérer la vitesse du changement. L'enjeu devient alors clair. Jusqu'où ce modèle peut-il s'étendre sans perdre sa cohérence interne? Les effets du pivot africain ne se lisent pas seulement dans les bilans macroéconomiques. Ils traversent 4 cercles distincts dont les dynamiques s'entrecroisent, produisant une transformation plus large que la réaction à un choc tarifaire mondial. Ces conséquences, parfois discrètes, redessinent une partie des rapports entre États, entreprises, citoyens et grandes puissances. Du côté des nations du Sahel, on observe que, dans les États du Sahel, longtemps dépendants des importations, la transition vers une production locale, puis une exportation de biens transformés modifie profondément la gestion des marges publiques. Le Burkina Faso voit, par exemple, ses exportations annuelles passer d'un palier inférieur à un palier supérieur, ce qui réduit mécaniquement la pression budgétaire et assouplit les conditions de négociation avec les partenaires étrangers. La dette publique recule, la souveraineté contractuelle progresse. Ibrahim Traoré qualifie cette évolution de souveraineté comptable,
Une expression qui résume la possibilité de mesurer la dignité nationale non plus par l'aide extérieure, mais par les flux réels de commerce. En ce qui concerne les entreprises coopératives locales, il apparaît que les compagnies locales, autrefois perçues comme vulnérables à la concurrence mondiale, deviennent des pivots de production régionale. Les multinationales ajustent leur modèle en intégrant la fiabilité africaine comme facteur de stabilité. Le Ghana, le Niger et le Mali mettent en place des incitations, formation obligatoire, audits réguliers, salaire minimum garanti, qui réduisent les fuites de copies et les fuites de capitaux et consolident les compétences locales. Une logique nouvelle apparaît. La valeur ajoutée reste sur place, circule, puis s'accumule dans les chaînes AES au lieu de quitter immédiatement le continent. Pour les citoyens engagés dans cette dynamique, on remarque que, dans les villes industrielles du corridor, les effets sont tangibles au quotidien. À Bobo-Dioulasso, plus de milliers de travailleurs rejoignent les filatures et ateliers alimentés par l'énergie solaire ou hybride. Les familles discutent d'exportation autour de la table. Les jeunes privilégient des formations logistiques, comptables ou énergétiques à la place des concours internationaux. Le discours d'Ibrahim Traoré, « Nos enfants traceront des itinéraires de navires », trouve un écho concret dans ces trajectoires nouvelles. L'espoir, longtemps abstrait, devient un calcul, une compétence, un métier. À l'échelle du continent africain, on constate que, sur la scène internationale, les grandes puissances réagissent à la recomposition en ajustant leur propre cadre. Les États-Unis adoptent une loi d'accès manufacturier africain. La Chine convertit certains prêts en participation industrielle. Pour la première fois depuis la guerre froide, la rivalité sino-américaine produit un gagnant tiers, l'Afrique. Les chancelleries comprennent que la stabilité du Sahel n'est plus un paramètre périphérique, mais une condition de l'équilibre mondial. Dans ce mouvement, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme un repère, ni centralisé ni effacé, mais suffisamment cohérent pour maintenir la trajectoire commune. À travers ces 4 cercles, un constat s'impose. Le continent ne réagit plus seulement à un choc commercial. Il construit une marge de manœuvre durable, qui articule production, compétences, énergie et négociation avec une précision nouvelle. Les trajectoires possibles du corridor africain pour les 12 prochains mois se dessinent autour de 3 scénarios distincts. Aucun ne prédit un avenir certain, mais chacun cartographie une direction plausible, fondée sur les tendances actuellement observables dans les données, les accords ES et la recomposition logistique amorcée depuis 2025. Voici une première possibilité de trajectoire économique. Si les lignes actuelles se prolongent, les exportations africaines pourraient franchir le seuil des 110 milliards de dollars d'ici 2027. Les corridors logistiques restent opérationnels, l'intégration des entreprises publiques se consolide et les coûts énergétiques demeurent maîtrisés malgré certaines tensions sur les intrants. Dans cette perspective, l'Afrique avance sans emballement, avec une montée en compétences progressive et une normalisation du facteur corridor AES dans les modèles de risque occidentaux. Ibrahim Traoré verrait ici l'expression d'une maturité, consolider avant d'accélérer, stabiliser avant d'élargir. Voici une trajectoire optimiste que l'on peut envisager. Si 2 ou 3 États supplémentaires rejoignent l'Alliance, et si la rotation institutionnelle semestrielle continue d'assurer la cohérence interne, la production régionale pourrait atteindre 130 milliards de dollars. Les chaînes africaines intégreraient davantage de technologies locales, énergie solaire, systèmes douaniers numérisés, textiles intelligents, réduisant la dépendance externe. Les jeunes diplômés trouveraient des débouchés dans des secteurs autrefois considérés comme marginaux, tandis que les squelettes industriels du Sahel gagneraient une stabilité proche de celle des hubs asiatiques. Dans ce cas, le modèle deviendrait une référence comparative, non plus une alternative de circonstance. Voici une éventualité moins favorable qu'il faut aussi considérer. Une baisse soudaine de la demande mondiale, une détente rapide entre Washington et Pékin,
où un incident énergétique majeur pourrait provoquer un repli des prix et des volumes exportés. Les États du pays dépendants du corridor AES subiraient alors une contraction budgétaire, des licenciements ciblés et un retour, dit-on, des cycles d'endettement. Les investisseurs les moins ancrés se retireraient, rappelant les fragilités historiques que la région cherche précisément à dépasser. Le risque n'est pas l'échec, c'est l'oubli du pourquoi, avertit Ibrahim Traoré. Sans méthode contractuelle ferme, le socle industriel perdrait sa colonne vertébrale. Recommandation de pensée. Dans cet éventail de possibles, une approche prévaut. Raisonner en marge de manœuvre, plutôt qu'en certitude. Le futur du corridor ne dépendra pas d'une trajectoire unique, mais de la constance mise à défendre les équilibres patiemment construits. L'enjeu du corridor africain ne se mesure pas uniquement dans les chiffres ou dans les équilibres géopolitiques. Il traverse aussi les décisions quotidiennes de celles et ceux qui, directement ou non, participent à la recomposition en cours. À ce stade du récit, la question n'est plus seulement structurelle, elle devient personnelle. Comment chacun peut-il lire, interpréter et prolonger cette dynamique qui redéfinit, étape après étape, les manières de produire, de négocier et de coopérer. Pour celles et ceux qui entreprennent tout travail localement, il est important de noter que, dans les filatures de Bobo Dioulasso, les ateliers d'Accra ou les hubs logistiques centres du corridor, chaque geste professionnel, optimisé, calibré, certifié, nourrit un récit collectif. Pour celles et ceux qui dirigent un atelier ou gèrent une chaîne d'approvisionnement, un point se dégage. La valeur ajoutée locale n'est pas une abstraction, mais un choix mesurable. Réorienter un contrat, ajuster une méthode ou renforcer une traçabilité peut sembler modeste, mais ces décisions, multipliées, consolident l'ensemble. Pour les jeunes, les étudiants et la diaspora, il apparaît que, vous qui naviguez entre plusieurs horizons culturels et technologiques, vous êtes devenus des traducteurs de systèmes économiques en transition. Les écoles du Sahel ouvrent des programmes dédiés à la logistique, à l'énergie solaire ou à la comptabilité d'exportation. Contribuer peut signifier relier vos compétences numériques aux besoins du corridor. Un protocole, une application, une idée de traçabilité peut peser plus qu'un déplacement physique. Pour les observateurs et décideurs extérieurs, on peut souligner que le pivot africain n'est pas une revendication contre le Nord global, mais une recherche d'équilibre. Le rôle extérieur le plus utile consiste à soutenir les mécanismes transparents, audits, causes entreprises publiques, transfert de compétences, sans les altérer. La stabilité se construit lorsque la cohérence est partagée. Dans ces trois cercles, une logique commune apparaît. Prendre part, même modestement, à une transition qui propose une manière nouvelle de participer à l'économie mondiale. La transition engagée dans le Sahel ne repose pas sur des slogans, mais sur une mécanique d'exécution définie pas à pas. Ibrahim Traoré l'a répété lors des réunions ministérielles. Une ambition n'a de sens que si elle s'accompagne d'une méthode, et cette méthode doit être simple, mesurable et partagée. Le corridor AES offre déjà un cadre fonctionnel, mais sa consolidation dépend d'une feuille de route précise que les États ont commencé à structurer. L'étape suivante s'exprime ainsi. Chaque pays doit établir un inventaire complet des routes, ports, zones industrielles, capacités énergétiques et besoins logistiques. L'objectif était clair, éviter les investissements redondants et identifier les goulots d'étranglement. La mesure de suivi repose sur des rapports publics mis à jour chaque année. L'étape suivante s'exprime ainsi. Les centres de formation binationaux dédiés à la logistique, à l'énergie solaire et à la maintenance industrielle constituent un pilier essentiel. Sans transfert de savoir, même les coentreprises les mieux structurées se fragilisent. Les indicateurs sont concrets. Nombre de techniciens certifiés, taux d'embauche dans les chaînes AES, continuité des compétences, sur place. L'étape suivante s'exprime ainsi. Chaque nouvel accord doit inclure une clause de réaffectation directe des bénéfices vers la formation ou les infrastructures clés.
Les audits trimestriels, rendus publics, garantissent la transparence. Les ministères suivent les montants réinvestis, les zones ciblées et les effets visibles sur l'emploi. L'étape suivante s'exprime ainsi. Déployer des micro-réseaux hybrides financés par les revenus miniers afin de réduire les coûts logistiques et de stabiliser les cycles. L'indicateur central porte sur la capacité installée et le niveau d'indépendance énergétique atteint. À travers ces étapes, la cohérence remplace la dépendance, et la méthode défendue par Ibrahim Traoré devient la colonne vertébrale d'un modèle qui cherche à durer. Dans la même pièce nue où tout avait commencé, autour de la table en bois utilisée pour tracer les premiers croquis du corridor, la transformation semble désormais presque palpable. Les cartes ferroviaires, autrefois griffonnées à la hâte, se superposent aujourd'hui à des flux réels, confirmés par les ports, les entrepôts et les ateliers qui tournent avec une régularité nouvelle. Ce lieu sans ornement, pensé comme un laboratoire politique, devient le rappel matériel qu'une architecture économique peut naître d'un espace dépouillé, pourvu que la méthode soit ferme. Ibrahim Traoré, témoin central mais jamais théâtral, lit cette continuité comme une victoire lente, non pas un triomphe spectaculaire, mais une cohérence qui s'installe, machine après machine, contrat après contrat. Les habitants, eux, perçoivent surtout la stabilité retrouvée, des salaires réguliers, des villes éclairées, des perspectives qui cessent d'être théoriques. Le motif inaugural, une pièce silencieuse, un plan tracé au crayon, une idée de corridor, revient alors comme une preuve intime. Ce qui n'était qu'une hypothèse inscrite sur du papier est devenu un système vivant. En guise de pensée synthétique, on peut retenir ceci. La cohérence humble finit parfois par déplacer des continents entiers.